mon amie Sarah Gilbert. Sarah, comment vas-tu? Ça va très, très bien. Et toi? Et oui, quand j'entends cette voix, ça ne peut que bien aller. Mais moi, de l'énergie, je peux l'en vendre comme en vrac. Tu sais. J'en ai. Ça peut être légèrement décoiffant. Mais bref, ça fait partie de qui je suis. Et c'est comme ça qu'on t'aime. Donc, c'est absolument parfait. Sarah, tu vois, au début, je m'étais dit, est-ce que je me mets un petit texte, un prompteur, un script pour te présenter? Puis en fait, non, tu le feras mieux que moi. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es pour la partie de ma communauté qui ne te connaît pas encore, s'il te plaît? Mais absolument. Mais premièrement, je tiens vraiment à dire merci beaucoup pour l'invitation. Ça me touche vraiment de faire partie du sommet, mais justement d'avoir cette conversation-là avec toi et ta communauté. Donc, un énorme merci. Avec joie. Qui est Sarah Gilbert? Oui, ça peut être tellement une grande question, peut-être une grande question. Bref, moi, je suis stratège d'affaires et coach en mindset pour les entrepreneurs en service conseil. Donc, les entrepreneurs que leur business, dans le fond, c'est les conseils qu'ils offrent à leurs clients. Donc, c'est une approche qui est assez intéressante parce que si on regarde mon parcours académique, j'ai un baccalauréat en marketing, j'ai toutes les lettres possibles et imaginables en finance, j'ai une double certification en programmation neuro-linguistique. Et donc, c'est un parcours qui est atypique parce que les entrepreneurs, c'est des personnages atypiques aussi. Ah, et oui, donc un parcours atypique pour des entrepreneurs atypiques, forcément c'est pertinent. On avait Clément avant qui a eu aussi un parcours atypique puisqu'il s'adresse à des performeurs qui par essence sont atypiques. Comment tu décrirais ce que c'est qu'un entrepreneur pour toi? Mais c'est quelqu'un qui a décidé, pour moi, c'est quelqu'un qui a décidé que sa mission de vie, il allait la mettre dans ses mains et de créer un véhicule pour la mettre au jour et l'activer. Donc, c'est des gens qui sont alignés ou non, vont être alignés à un moment donné, mais qui sont vraiment propulsés par une mission de vie qu'ils veulent faire, une différence qu'ils veulent faire dans le monde. Ok. Et je voudrais également te demander, comme je l'ai fait avec quasi tous les intervenants, ta propre définition du leadership. Toi qui est un puits de science sur tellement de sujets, tu dirais que c'est quoi le leadership à tes yeux, à toi? Mais c'est quelqu'un qui a une énergie, moi j'appelle ça de la pression interne. Okay? La pression interne, c'est un alignement. C'est quand on est vraiment sur notre X, c'est quelqu'un qui a une pression interne tellement forte que ça dégage et que les autres veulent embarquer dans l'aventure avec lui. Un leader, c'est quelqu'un qui veut faire un changement, comme je disais, mais c'est quelqu'un qui veut embarquer d'autres gens dans son aventure pour faire une différence dans le monde. Parce qu'au niveau du comportement humain, un des besoins que les humains ont fondamental, c'est le besoin de contribuer. Oui. Donc, le rôle du leader, moi, je l'explique que le rôle du leader, il est vraiment en deux temps. J'essaie de voir avec la caméra que je m'assure à la bonne place. En deux temps. Direction, protection. Qu'est-ce que ça veut dire? Une direction claire de où on s'en va. Fait que la business comme telle, c'est juste un véhicule pour nous permettre à faire une différence dans le monde. Mais c'est juste un véhicule parce que vous pourriez faire la même mission, mais en utilisant Il y a un petit bloc là sur Sarah, ça va revenir, je n'en ai aucun doute. En tout cas, le besoin de contribuer. Je vais juste demander à mes enfants de débarquer du Wi-Fi. Guys? Yep. Bon, c'est ça avoir des ados de nos jours. Alors là, je peux te dire, oui, je comprends tout à fait, t'inquiète pas. Oh oui, fait que je vais juste... Tu nous disais sur la direction justement. Donc, la direction, c'est où on s'en va. Quelle différence qu'on veut faire. C'est quoi notre promesse? C'est quoi notre position d'affaires? C'est quoi nos valeurs qu'on veut incarner? Et la protection, c'est dans ton rôle au sein de l'entreprise, tu peux faire ce que tu veux. Puis, tu ne seras pas pénalisé. Il n'y aura pas de conséquences négatives. Tant longtemps que c'est aligné avec la direction où on s'en va.
Donc, c'est vraiment le rôle du leader, il est vraiment en deux temps. Donc, souvent, moi, genre des entrepreneurs qui vont me parler de Ah oui, mais là, l'équipe, ça fonctionne plus, mes employés, ils font les choses d'une autre façon, c'est étrange, c'est pas aligné ou quoi que ce soit, ou ils sont pas engagés. J'entends souvent ça, les leaders me disent Mon équipe, elle est pas engagée. Je me dis Oui, mais est-ce qu'ils sont clairs sur la direction? Puis j'ai envie de dire 95% du temps, c'est pas clair. Ouais. Ouais. Et dans la direction, tu inclus ce que moi j'appelle la vision inspirée. J'ai développé le modèle de la performance du dépassement personnel qui est en 3 lettres. Vision inspirée, performance engagée, sérénité incarnée. La direction, c'est ce qui fait que un entrepreneur veut aller réaliser ce qui l'inspire, ce qui l'anime, cette vision qui est plus grande que lui et qui l'amène à cheminer et emmener ses équipes dans ça. C'est ça la direction pour toi? Oui, fait que tu vois, moi je l'appelle la mission intrinsèque. Ok. C'est la même chose, c'est juste un vocabulaire qui est Exactement. Puis cette mission intrinsèque-là, elle vient d'une de deux places. Quelque chose que j'ai vécu dans le passé que je veux que moins de gens revivent, ou quelque chose que j'ai vécu dans le passé que je veux plus de gens revivre. Donc, cette mission intrinsèque-là, elle n'est pas en lien avec la business comme telle. C'est une émotion. Donc, des fois, ça va être, je veux que mes clients aient une vie de rêve parce que, tu sais, nous, je ne l'ai pas eu quand moi, j'ai grandi. Puis, la mission intrinsèque, on commence à mettre le doigt dessus quand on se remémore des choses qu'on avait en bas de 7 ans. Tu sais, moi, je dis souvent, le plus loin que je regarde dans ma vie, le plus loin que je vais voir dans ma vie. Exact. Donc, notre mission intrinsèque, c'est vraiment ce message-là, cette différence-là. Et notre équipe, dans le fond, ce qu'ils vont vouloir, c'est une fois qu'ils ont la clarté sur ce message-là, on veut dans les gens dans notre équipe qui veulent faire partie de cette aventure-là. Faire cette différence-là aussi. Puis c'est là où on n'a pas besoin de demander aux gens d'être plus engagés, d'être plus motivés, des fois de travailler plus quand on en a besoin, parce que la pression, elle vient de l'interne. Fait qu'il y a une pression interne, il y a une pression externe. Ce qu'on veut, nous, c'est bâtir et vraiment créer la pression interne. Excellent. Alors, je voudrais bien qu'on parle, comme je l'annonçais tout à l'heure, un de tes champs d'expertise, c'est comment est-ce qu'on communique, comment est-ce qu'on influence, l'usage des mots qu'on peut avoir pour déployer notre leadership. Et je sais que tu es une virtuose de ça, sur quels mots utiliser pour influencer positivement, avec éthique, pour fédérer, pour emmener. Qu'est-ce que tu pourrais commencer à nous partager là-dessus? Parce que je sais qu'on pourrait faire toute l'heure là-dessus, tellement tu animes des programmes spécifiques là-dessus qui sont remarquables. Oui, parce que les gens ne comprennent pas la puissance des mots qu'on utilise. C'est ça. Les mots, moi, j'aime bien les présenter de deux façons. Premièrement, on a le dialogue interne et deuxièmement, on a le dialogue externe. Mais la conversation la plus importante, c'est celle qui est dans notre dialogue interne. Eh oui. Puis, tu sais, le dialogue interne, c'est quoi l'histoire que je me raconte? Donc, je suis devant une situation où il se passe quelque chose avec un client, avec un partenaire, quoi que ce soit, et là, mon dialogue interne dérape. Il faut comprendre que, premièrement, le cerveau, son rôle, c'est de nous garder en vie, qui veut dire dans sa zone de confort. Donc, lui, il va tout le temps faire des scénarios de catastrophe. En anglais, on appelle ça catastrophizing. Donc, c'est un phénomène qui est étudié pleinement en neurosciences et en neuroplasticité, ce phénomène-là de faire des catastrophes. Donc, par défaut, le cerveau va faire des catastrophes. L'affaire, c'est que souvent, on ne prend pas le temps de conscientiser le dialogue interne qu'on utilise. On crée notre monde externe par notre monde interne, par le dialogue interne qu'on utilise. Donc, de comprendre, c'est ça. C'est quoi mon dialogue interne? C'est quoi l'histoire que je me raconte? Puis, souvent, les gens ne réalisent pas que dès qu'une personne parle, les mots qu'elle utilise, les structures de phrases qu'elle utilise, même les temps de verbes qu'elle utilise, c'est la porte d'entrée à tout son schéma de pensée.
Fait que moi, des fois, je vais rencontrer des entrepreneurs qui me parlent de leur mission, ou ils me parlent de leurs objectifs, ou ils me parlent où ils veulent aller. Et par leur langage, la situation, elle n'est pas dans le savoir-faire, elle est dans le savoir-être. Même si j'amène des stratégies, par les croyances qu'ils ont, ils n'y arriveront pas. Même si intellectuellement, ça fait, c'est ce qu'ils veulent, émotionnellement, au niveau des croyances, ça ne se passera pas parce qu'ils n'y croient pas. Donc, première étape, c'est toujours de la conscience de soi, de comprendre, de mettre au jour, puis de porter attention, qu'est-ce qui sort de ma bouche? Si je dis, ça va être difficile, c'est drôle parce que dernièrement, je faisais un atelier virtuel, puis il y a une participante qui a dit, oui, mais Sarah, c'est difficile là-dedans. Et là, l'atelier n'était pas sur les mots, mais là, à l'intérieur, je riais. Parce que, premièrement, si on décortique la phrase, oui, mais, le mot mais, pour le cerveau, tout ce qui est devant le mot mais, il coupe la phrase. Il n'existe plus. Oui. Il n'existe plus. Donc, si on met juste ce mot-là dans un cadre de leadership, si je dis à Lucie, Lucie, c'est un super beau travail, mais la prochaine fois, peut-être qu'on pourrait faire telle chose. Ben, Lucie, c'est un beau travail. Le cerveau vient de l'effacer complètement. Donc, c'est là où, moi, je propose tout le temps de prendre le mot mais et de le transférer, d'utiliser à la place et en même temps. Oui. Donc, et Lucie, c'était super beau. Et en même temps, la prochaine fois, on pourrait essayer telle chose. On pourrait tenter telle chose. Fait que si je reviens à la deuxième partie du commentaire de la participante qui me dit « Oui, mais Sarah, c'est difficile », elle me dit qu'elle croit que c'est difficile. Si je crois que c'est difficile, c'est garanti que je ne passerai pas à l'action. Et c'est là où « Et si c'était possible? Et si c'était simple? » Le « ici », c'est une structure de phrase qui rouvre pour le cerveau tout un monde de possibilités, de monde d'opportunités. Donc, et si c'était possible? Et si je pouvais faire un pas dans cette direction-là? Donc, on peut avoir les meilleures stratégies du monde, les meilleurs plans d'action du monde. Mais si ici, c'est pas ici, si on n'y croit pas, ça ne se passera pas. Tu sais, moi, je dis souvent, le succès, c'est dans la tête que ça se passe. Absolument. T'sais? Absolument. Donc, de conscientiser qu'est-ce que je dis, de conscientiser qu'est-ce que je me dis avant de commencer à vouloir influencer les autres. Il faut que je m'influence moi-même. Ouais, tu vois, là-dessus, moi, je conseille aux gens que j'accompagne de se dire, quand on sait que ce sont des pensées qui nous font aller vers le bas plutôt que vers le haut, de se dire, je ne suis pas mes pensées et je peux décider de m'accrocher à mes pensées ou je peux décider de les évacuer. Et comment on peut évacuer nos pensées? En les écrivant. C'est-à-dire que dès lors qu'on se met en conscience de soi, oh, j'y arrivais pas, c'est trop difficile, pour le sortir, je l'écris sur un petit post-it que je prends, que symboliquement je chiffonne et que je jette à la poubelle. Ça me permet de l'expurger, de le sortir d'ici. Et puis, c'est prendre conscience, et je vais inviter les gens dans le chat à nous dire ce qu'il en est, prendre conscience de vos phrases boulées. Alors, c'est quoi les phrases boulées? Les phrases, c'est les phrases qu'on se dit à nous de nous. Exemple, moi, quand je fais une bêtise ou un truc qui se passe pas comme je voudrais, la phrase que j'utilise, c'est « Oh, je suis vraiment un boulet ». Je sais pas si ça se dit au Canada, boulet. Si? Non, on n'utilise pas, on utilise plein d'autres. On utilise plein d'autres, ouais, c'est ça. Alors attends, on utilise plein d'autres. Moi, c'est boulet. C'est pour ça que j'ai appelé ça les phrases boulets. Et en fait, justement, quand ça se passe pas comme vous voulez, ou quand vous êtes en échec, ou quand vous avez fait une bêtise, etc., je voudrais que vous mettiez dans le chat, c'est quoi les phrases que vous vous dites? Parce qu'en fait, du coup, on peut les re-regarder, ces phrases-là, et on peut en rigoler, en sourire. Et c'est ce que je fais. C'est-à-dire que quand je me prends en flagrant délit, en train de dire « Oh, je suis vraiment trop un boulet », après, je souris, je ris, et je dis « Nico, tu n'es pas un boulet. Tu es peut-être plein de choses, mais tu n'es pas un boulet. Donc, ne dis plus ça. » Donc, c'est de mettre de la conscience par rapport à ça. Est-ce que toi, tu as une phrase boulet? Tu te dis quoi quand ça se passe pas comme tu voudrais? Si tu peux nous le partager. Moi, ça fait vu que ça fait beaucoup d'années que je travaille avec les mots. Ouais. Toutes les verbes, toutes les phrases qui commencent par « je suis Ouais. », pour le cerveau, c'est une commande. Eh oui. Donc, faites-vous-en pas, hein, j'en ai eu plein des phrases « je suis » et il n'y avait pas aucune qui était très positive. Vraiment pas. Ouais. Aujourd'hui, j'ai cette conscience-là de, premièrement, comprendre tout ce qui est « je suis ». Tout ce qui suit le « je suis » pour le cerveau, c'est une commande. Il fait comme
OK, bon, ben, c'est ça. Si tu penses que tu es nul, bon, ben, je vais te montrer plein de situations où tu as été nul. Exactement. Pour valider ce que tu as dit. Ouais. Donc, de restructurer les phrases et pour justement nous détacher à ça. Donc, avec cette conscience-là, maintenant, je suis beaucoup plus détachée avec mon propre langage. Et moi, ce que je propose souvent aux gens, c'est justement, quand j'ai une phrase boulet comme ça, j'adore l'expression, c'est génial, c'est de se poser la question. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que je veux croire ça? Est-ce que je veux croire ça maintenant? Le cerveau, quand on lui pose une question, il peut faire rien d'autre que trouver une réponse à cette question-là. Le problème, c'est la qualité des questions qu'on se pose. Exactement. Moi, je me dis souvent, les gens vont se poser des questions de mais pourquoi ça ne marche pas? Ben, c'est sûr que ça ne marchera pas. Parce qu'on trouvera des réponses au fait que ça ne marche pas. Ben oui, tu sais, pourquoi je suis nulle, pourquoi je suis ci, pourquoi. Le cerveau va trouver. Le cerveau fait tout pour rester aligné avec l'identité qu'on se donne. Donc, si je me dis je suis quelque chose, ben le cerveau va tout faire pour rester aligné avec ça. Oui, alors du coup, tu vois, c'est chouette parce que toutes ces phrases je suis, c'est un courant de pensée d'ailleurs américain qui, tu sais, qui nous dit que souvent on a le sentiment de ne pas être assez. Donc, puisque dès que je dis je suis, ça va commander le cerveau, je peux me rajouter derrière je suis assez, ou si ça ne nous parle pas, je suis illimité, ou je suis quelqu'un qui apprend et qui progresse, je suis quelqu'un qui tente et qui avance grâce à ça, parce que du coup, on va pouvoir se servir de cette fonction commande du cerveau pour aller dans une direction qui va nous aider. Et j'aime beaucoup quand tu nous dis posons-nous la question quand on utilise nos phrases boulets. J'ai noté, tu as dit est-ce que c'est vrai? Est-ce que je veux le croire? Et moi, celle que j'aime beaucoup utiliser, c'est est-ce que ça m'aide dans l'objectif que je vise? Est-ce que ça m'aide dans l'atteinte de ma vision inspirée? Et dès lors qu'on se rendra compte que non, ça va être certainement de se dire des choses et surtout de se poser des questions, me semble-t-il, et je voudrais ton avis là-dessus, sur des leviers, sur des marges de manœuvre, sur de l'action possible de ma part. Est-ce que tu penses que c'est un bon hack de notre cerveau pour avancer sur notre propre communication avec nous? Oui, et en même temps, vous avez remarqué, oui, et en même temps, vous avez remarqué que Sarah pratique ce qu'elle dit. Non, mais c'est très important. Oui, parce que souvent, les gens vont partir de « je suis nul », mettons, et là, ils vont vouloir se dire une phrase que « je suis illimité », qui est une phrase comme telle. Mais le cerveau ne fait pas du 0 à 100. Absolument. Il ne peut pas le faire. Donc, souvent, c'est juste OK, de 0 à 20. Ici, c'était possible. Oui. Ici, j'avais plus à offrir. Ici, de créer le doute, justement. Parce que souvent, les gens vont se dire des phrases comme « je suis illimité et je suis capable et je suis capable de tout faire et je suis capable… » Mais le dialogue interne, le cerveau fait comme « non, regarde, c'est trop loin, là. » Fait qu'il commence à saboter. Et c'est là, ben non, parce que, tu sais, la dernière fois, tu as essayé de faire telle chose, puis ça n'a pas fonctionné, puis là, cette affaire-là, puis tu te souviens-tu, telle personne t'a dit. Et là, il va trouver un dialogue pour rester aligné. Donc, arrêtons d'aller de 0 à 100, allons de 0 à 20. À partir de là, je peux faire de 20 à 40, puis je peux continuer. Mais d'y aller graduellement parce que le cerveau, c'est un muscle comme n'importe quel autre muscle. Fait que si moi, je vais au gym puis j'essaie de lever 50 livres, 25 kilos, faire de traduction, tu sais, avec mon bras, ben, j'y arriverai pas. Ça me prend un entraînement. Mais le cerveau, c'est pareil. Donc, c'est ça, tu vois, les gens oublient que c'est juste un autre muscle qui doit être entraîné. C'est tout. Il y a une question que j'aime me poser qui, à mon avis, rentre bien dans le spectre pour passer de 0 à 20, qui est quand je me dis « je peux pas y arriver, c'est impossible », si des fois ça vous arrive de dire « c'est impossible, je peux pas y arriver », etc., de se dire « est-ce qu'il existe au moins une personne sur la planète qui a réussi ça ?» La réponse est quasi systématiquement oui. Et du coup, ça nous donne au moins l'autorisation de se mettre en action pour y aller. Ça ne veut pas dire que si une personne a réussi, je vais réussir, mais ça me donne l'autorisation de m'engager. Tu en penses quoi? Ben, ça ouvre la porte au monde des possibilités. C'est ça, ouais.
Et puis, pour le cerveau, quand il arrive à 5 exemples de quelque chose, le cerveau fait une généralisation. C'est comme quand on était petit, on a compris qu'une porte, je pousse, je tire, ça s'ouvre cette affaire-là. On n'a pas eu besoin de le faire 250 fois. Oui. Donc, pour le cerveau, quand il y a 5 exemples de quelque chose, il fait comme, oh, OK, oui, il commence à faire une généralisation. Puis on en fait dans tous les jours, les généralisations, une généralisation. Les hommes laissent tout le temps les sièges de toilettes ouvertes, les femmes font ci, les jeunes font ça, tu sais. On fait plein. C'est parce que c'est une façon aussi pour le cerveau d'économiser l'énergie. Fait que moi, j'aime bien aller chercher 5 exemples de personnes qui ont fait quelque chose de similaire. Puis, souvent, dans notre dialogue interne, c'est parce qu'on est coincé dans nos propres émotions. Donc, une belle façon aussi de se décoller, je change, encore là, je me pose une question. Comment telle personne ferait ça? Parce qu'il ne faut pas mieux pour régler les problèmes des autres que les nôtres. Pourquoi? Parce que nous, on est mélangés avec nos émotions là-dedans. Donc, si je fais du pouce sur ton exemple de je vais aller voir quelqu'un qui l'a déjà fait, et là, après ça, si je continue vraiment à faire du levier là-dessus, c'est de me dire, OK, mais telle personne, elle ferait ça comment? La réponse, dans le fond, si ce serait exactement comme ça ou pas, c'est pas grave. C'est que là, je sors de mes émotions pour être capable de trouver une solution dans un angle qui est beaucoup plus sain, donc qui est détaché des émotions. Oui, partant du principe donc que quand on est dans des émotions négatives, quand on est dans de la fatigue, comme on a pu le voir avec Clément avant, baisse d'énergie, etc., ça va accroître en nous les ruminations mentales et ça va nous empêcher de nous poser des questions de qualité du coup. Absolument. Absolument. C'est notre vie est le résultat de la qualité des questions qu'on se pose. Oui, complètement. Mais on se pose souvent des questions à 2 piastres, 3 euros. C'est ça. Merci pour les traductions à chaque fois. Je traduis, je suis probablement pas juste, mais moi je traduis. Tu sais. C'est ça, donc c'est la qualité des questions que je me pose. Puis qui va changer ce que je me dis, qui va changer ce que je dis et qui va changer aussi l'influence que j'ai sur les gens qui m'entourent. Oui, c'est ça. Et de ce que tu as pu observer, des gens que tu accompagnes, avec qui tu travailles, etc., est-ce qu'il y a des questions qui reviennent plus fréquemment, des questions de mauvaise qualité ou des questions qui nous font baisser, qui reviennent plus souvent? Parce que j'aime l'idée que quand on est dans ce type d'échange et que pour apprendre, c'est bien d'identifier les bonnes pratiques, mais c'est aussi chouette de mettre de la conscience sur ce qui nous empêche d'avancer. Parce que du coup, si j'y mets de la conscience, je pourrais le minimiser et m'orienter ensuite vers les nouvelles pratiques. Est-ce que tu as observé des types de formulations, de questions, de choses qui, pour nous aider justement à y mettre de la conscience si on les utilise? Ce que je vois plus souvent, fait que oui, tu sais, souvent les gens vont se poser des questions de pourquoi ça marche pas. Tu sais, celle-là, tu sais, puis les gens, tu sais, déjà, je pense qu'ils conscientisent. C'est juste maintenant maintenant, je veux sortir du tourbillon. Mais je pense que ce qui a encore plus de puissance, c'est le nombre d'affirmations qu'on devrait mettre en question. Oh, joli. Donc, je travaille souvent je travaille avec des leaders qui ont des équipes, puis là, ils vont me dire, mais là, il y a telle personne, fait que dans mon équipe, puis elle ne suit pas les processus ou elle n'est pas engagée ou quoi que ce soit. Fait que là, j'ai dit, trouve une solution à ça. OK? Je dis, mais maintenant, là, si on transformerait ça à, et si tu avais une solution, on proposerait quoi? Donc, moi, mon grand conseil aux leaders, c'est souvent de transformer nos affirmations en questions. D'abord, quand on le met en question, la personne, elle se l'approprie. Puis, on lui donne, tu sais, on fait du empowerment, là, comme on donne vraiment le pouvoir de voir qui ont les réponses à l'intérieur de eux. Absolument. Si on veut une équipe engagée, c'est ça qu'on veut aller créer. Donc, faisons moins d'affirmations et faisons plus de questions. Ouais, excellent. Excellent. Et tu vois, c'est un outil de coaching que moi, j'utilise fréquemment quand tu échanges avec quelqu'un et que la personne, elle dit « je ne sais pas ». Et si lui renvoyer avec ton magistral « et si », ok, tu ne sais pas. Et si tu savais?
Donc, pour moi, il y a deux choses. Quand la personne, elle dit « je ne sais pas », j'essaye systématiquement de l'amener à corriger et à remplacer les « je ne sais pas », qui est une affirmation, quelque chose de très péremptoire, comme tu le dis, par « je cherche ». Autrement dit, je vous donne vraiment ce conseil à vous qui regardez cette vidéo. Plutôt que de dire « je ne sais pas » quand on ne sait pas, je cherche la solution, je cherche la réponse. Parce que du coup, on donne à notre cerveau d'essayer de trouver le champ des possibles plutôt que de rester juste sur « je ne sais pas » et il y a un mur. Et après, moi, je lui renvoie « ok, très bien. Et si tu savais, ça serait quoi ?» Et la plupart du temps, quand je fais ça, dans ma pratique, hein, je ne témoigne que de ma pratique, la personne, dans l'instant, elle ne trouve pas nécessairement tout de suite dans l'instant la réponse. Mais son cerveau va commencer à processer pour l'amener à aller en mode résolution, trouver la solution plutôt que. Et moi, il y a ça. Je peux me permettre, là, justement, puis si on le continue, parce que moi aussi, j'utilise toujours les « je le savais », puis une personne, à un moment donné, m'a dit « ben, et si tu le savais? Ben, si je le savais, je te le dirais. » Oui, j'y ai droit des fois. Hein. Et là, j'ai fait « puis tu me dirais quoi? » Ouais. Fait que même nous, c'est de « ok, comment est-ce qu'on peut continuer ça? Et tu me dirais quoi? » Et là, la réponse est venue. Je pense que l'une des premières choses de notre part, c'est que ça nous demande de la présence pour être capable de danser avec ça et d'avoir cette flexibilité-là. Fait que, ben, je ne sais pas, moi. Ben, regarde, prends ton temps, là, on n'est pas pressé. Là. Moi, j'aime beaucoup mettre de l'humour parce qu'avec de l'humour, ça casse un cycle émotionnel. Regarde, prends ton temps, on n'est pas pressé. De toute façon, on vient avec 2-3 idées, puis on va partir avec ça. Donc, c'est de ne pas juste prendre les outils qu'on est en train de dire maintenant de « ben, je ne sais pas si tu le savais », puis prendre juste ça, mais de danser avec ça. C'est là où c'est plus fluide, puis c'est là où on rentre vraiment dans un monde de magie. Absolument. Et c'est vrai que si on se trouve face à la personne qui dit « je ne sais pas », et si tu savais, potentiellement, comme elle se sent bloquée à ce moment-là, elle peut nous renvoyer de l'agressivité. Et si c'est notre ego qui répond, il va faire deux choses. Soit il va à nouveau renvoyer de l'agressivité en mode « écoute, moi j'essaie de t'aider, donc ça va ». Soit on va rien dire et on va prendre la fuite. Soit l'agressivité, soit la fuite. Et faisant ça, on n'aide pas la personne. Et le véritable lâcher-prise, il serait justement dans cette danse que tu évoques, qui est en fait une danse relationnelle au bénéfice de la personne en face, pour l'aider à faire émerger ce qu'elle a à faire. C'est ça qu'on a à faire en tant que leader, effectivement. J'aime cette idée, cette symbolique de la danse. C'est un bel apport que tu nous donnes là encore. Puis, tu sais, je peux pas te donner qu'est-ce que j'ai. Donc, si je veux avoir cette danse-là avec les autres, il faut en premier que je l'aille envers moi-même. Tellement. Fait que, tu sais, souvent, les leaders, je trouve qu'on on lit un livre, on prend une conférence, on va à une conférence, on fait une formation, quoi que ce soit, puis là, on a plein d'outils dans notre boîte à outils, mais on dirait qu'on les utilise juste pour les autres. Moi, j'utilise beaucoup un processus qui c'est incarner, intégrer pour démontrer. Donc, la flexibilité puis cette danse-là, il faut que je l'aie avec moi-même. Quand je me dis « Ah, ça marche jamais! Ah! » Ça se peut-tu que c'est-tu vrai ça? Mais non, c'est vrai qu'il y a d'autres fois que ça a déjà fonctionné. Puis non. Puis plus que j'ai cette danse-là, cette flexibilité-là interne, plus que je vais être capable de la donner. Ouais, c'est ça. Et on a la première étape de l'apprentissage. Autrement dit, là, on vous transmet quelques clés comme ça. L'étape après, effectivement, c'est de l'incarner, de la vivre, de la schématiser, qu'elle devienne nous, qui nous permettra d'être dans cette communication, cette fois-ci externe avec les autres pour pouvoir les influencer. Je voulais revenir parce que dans mon mastermind Leader Time et mon programme Mindset de gagnant, j'aime bien proposer 6 questions qui sont clés pour justement prendre notre pleine responsabilité et élever notre niveau de leadership, qui peuvent nous aider en tout temps. Notamment, quelle est la décision qui va me permettre le plus d'apprendre de ce que je suis en train de vivre? Je pense à un entrepreneur d'un de mes programmes actuels qui m'a appelé hier, samedi. Il était en difficulté, et il a plusieurs entreprises, plusieurs structures. Il était en difficulté parce que il avait une entreprise bénéficiaire, une déficitaire, mais il aimait bien celle-ci, mais elle générait pas d'argent, mais finalement ça coûtait trop, ça faisait descendre l'ensemble. Et c'était à travers le fait, l'exemple concret, c'était si je continue jusque juin l'activité déficitaire, je vais perdre 2 000 € par mois, donc je vais perdre 12 000 €. Et en fait,
je lui ai dit, et si tu considérais que le fait de prendre une décision, et il savait déjà laquelle, c'était stopper, en fait, cette décision te fera gagner 12 000 euros, celle d'arrêter maintenant. Plutôt que, ah ouais, mais si, je perdrai 12 000 euros. Et il me dit, waouh, ça m'a tout fait changer parce que du coup, j'ai pris conscience que si je prends cette décision, je gagne au lieu de courir après une décision qui me ferait perdre. Et donc, par rapport à ces décisions, ces questions, on peut être par exemple autour de quelle est la décision qui va me permettre le plus d'apprendre, quelle est la décision que prendrait la personne que moi j'ai envie de devenir, que je ne suis pas encore, mais que j'ai envie de devenir. Tout simplement, quel est le bénéfice à cette situation, même quand je perçois un sentiment de perte élevé. En quoi est-ce que cette situation, elle sert ma mission? Tu nous as parlé de la mission dès le démarrage. En quoi, comme Clément le disait tout à l'heure, est-ce que je peux avoir de la gratitude actuellement, même si j'ai le sentiment que rien ne va? Et puis, comment est-ce que je peux tout simplement apprécier davantage tout ce que j'ai dans la vie? Qu'est-ce que ça t'évoque, tout ça? Ben, je trouve que la magie, elle commence par se poser ces questions-là. Moi, je vais souvent me poser des questions quand il va se passer quelque chose. Je me dis, qu'est-ce que moi j'ai appris? Il y a une expression que je dis tout le temps. Moi, j'appelle ça des devises personnelles. Hein? C'est des expressions que moi, j'utilise toujours, que souvent, ça va venir que mes clients utilisent les mêmes devises, mais les devises personnelles, on en a déjà. La seule affaire, c'est que souvent, elles sont moches. Ouais. C'est difficile. Une grosse devise personnelle qu'on a, c'est « Oh, je suis tellement occupée. Je suis tellement occupée. » Bref. J'ai pas le temps, oui. Et c'est ça. Fait, encore là, c'est toutes des répétitions pour le cerveau. Fait qu'une des devises que j'utilise tout le temps, c'est « Il y a un cadeau là-dedans. » C'est quoi le cadeau? Ouais, c'est ça. Fait que, il se passe quelque chose, puis des fois, toute transparence, au début, la phrase est probablement pas si polie que ça, hein? C'est comme, il y a un cadeau là-dedans, il y a le cadeau, il y a le cadeau, il y a le cadeau. Mais à un moment donné, il y a quelque chose. Quand on rencontre des gens, surtout, quand on a des employés, c'est une réflexion de qu'est-ce qu'on est en train de vivre à l'interne. Donc, s'il y a une situation avec un employé, de se poser la question, de dire, OK, attends une minute. Est-ce que moi, je vis quelque chose similaire à ça? Peut-être dans une autre sphère de ma vie. Mais tous les gens qu'on rencontre, c'est un reflet de qui je suis, de qu'est-ce que je suis en train de vivre. Donc, j'adore tes questions parce qu'ils nous amènent à cette introspection-là. Oui. Puis notre puissance de leader, elle est dans l'introspection. Puis c'est fou parce que quand nous, on incarne des choses, on n'a plus besoin de pousser sur les autres qui passent à l'action. Oui. Ils vont nous suivre automatiquement. C'est comme Maman Canard, elle ne dit pas au caneton « Allez, allez, allez! » Maman Canard, elle se lève, fait bon. C'est ça le rôle du leader. Ouais, excellent. Excellent. Je sais que début février, dans les jours qui viennent, les 3, 10 et 17 février, tu vas partager de magnifiques masterclass sur les habiletés du conseiller du futur en considérant que là, c'est bien parce que tu vois, on a beaucoup parlé des questions qu'on se pose et de comment on communique en interne et de comment on pourrait communiquer en externe. Et ton constat initial, c'est en fait, on va pas pouvoir communiquer de la même façon à partir de maintenant quand on utilise des Zoom, des Teams, des Google Meet ou ce que je suis en train d'utiliser en ce moment. On peut pas utiliser exactement les mêmes habiletés, les mêmes façons de procéder. Sinon, ça risque d'être complètement décalé. Pour les gens qui, parmi nous, sont un peu plus en télétravail, il y a quand même un gain dans tout ça, dans tout ce qu'on est en train de vivre, c'est que le fonctionnement à distance, tel qu'on est en train de le faire là, a gagné plus de 10 ans en quelques mois. Et moi, je suis très heureux de ça. Bien sûr que ça ne remplace pas le contact humain, mais ça permet néanmoins de gagner en efficacité en avançant à la condition qu'on intègre des bonnes pratiques avec ces outils-là. Est-ce que tu aurais, alors déjà, j'invite les gens qui voudraient en savoir plus là-dessus à aller sur ton site internet que l'on voit sous toi, donc c'est parfait parce que du coup, vous pourrez suivre ce que Sarah propose. Est-ce que tu pourrais nous partager quelques clés là-dessus, s'il te plaît? Mais à vrai dire, les habiletés, donc, comme je disais d'entrée de jeu, moi, j'accompagne des gens qui sont en service conseil. Donc, ce qu'on vend, c'est de l'intangible. Donc, la réalité dans la vie, c'est qu'on vend tout de l'intangible, mais bref, c'est une autre conversation qu'on pourrait avoir. Et les habiletés, c'est que, dans le fond,
le World Economic Forum nous a démontré que la pandémie nous a propulsés dans une nouvelle ère. Oui. Partie de l'ère de l'information à l'ère de la sagesse et de la perspective. Donc, et en temps de crise, donc il y a deux composantes qui forment une crise, c'est la nouveauté et de l'incertitude. Oui. En temps de crise, les gens cherchent un leader, une leader. Quelqu'un qui va être un phare pour eux. Donc, si on met ces deux composantes-là ensemble, notre manière d'être avec nos clients a complètement changé. La pandémie, elle a changé nos valeurs, elle a changé les priorités de vie des gens. Donc, il veut dire que notre rôle aussi, comme expert conseil, vient beaucoup de changer. Donc, si je prends quelques clés qu'on va discuter, puis on va vraiment en profondeur dans les masterclass, je les ai divisées pour qu'on puisse avoir le temps. On ne peut plus être juste un expert dans quelque chose. On se doit maintenant d'être un entrepreneur dans sa globalité. On ne peut plus être simplement un informateur, quelqu'un qui fait juste donner de l'information. On se doit d'être un conversationnaliste. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça devient? Donc, au-delà, la nouvelle réalité, c'est pas faire la même chose que je faisais, mais en utilisant de la technologie. Exactement. C'est une nouvelle ère complètement qui, pour moi, je trouve qu'elle est géniale parce qu'elle est beaucoup axée sur l'humain, aider l'humain, vraiment comprendre la contagion émotionnelle, les émotions, comment que c'est notre rôle de gérer ça. Donc, les clients aujourd'hui ne cherchent plus juste un conseiller, ils cherchent un guide, un sage. Donc, comment est-ce que j'incarne cette personne-là pour eux? On va vraiment aller en profondeur sur les nouvelles habiletés qu'on veut encore incarner, intégrer et démontrer pour se positionner et vraiment se démarquer dans le futur. Ça, c'est clair. Et alors, comment on fait quand on est derrière un écran pour incarner, tu nous donnais ce double axe à l'instant, sagesse et perspective. Pour les gens d'entre nous qui également sont bien plus sur les écrans, comment est-ce qu'on fait, d'ailleurs, qu'on soit parmi la cible que tu as ou tout simplement manager dans une entreprise ou même collaborateur dans une entreprise tout simplement, comment est-ce qu'on s'y prend pour incarner davantage sagesse, perspective? Il y a plusieurs, mais ce que j'ai envie de dire, premièrement, c'est comprendre qu'on a tout le monde, l'humanité a des conversations de premier niveau, je l'appelle. Fait que fondamentalement, conscientiser comment est-ce que je peux amener ma conversation à un autre niveau de conversation. Qu'est-ce que c'est qu'un exemple de conversation de premier niveau, par exemple? Si j'en prends une de tous les jours qui fait rire tout le monde tout le temps, c'est un couple qui se chicane parce que le siège de toilette est levé. Oui, très bien. Ça n'a aucun rapport avec le siège de toilette. Absolument. C'est ça qu'on veut dire une conversation de deuxième niveau. Parler des vraies choses. Donc, j'ai quelqu'un dans mon équipe qui arrive puis qui se sent débordé, puis qui me dit j'ai de la misère à gérer mon temps. La gestion de temps, c'est de la gestion d'émotions. Tout simplement. Donc, ces nouvelles habiletés-là, c'est d'avoir le courage d'avoir dans le deuxième niveau de conversation. Parler des vraies choses. Quand le client veut faire quelque chose, mais on le sait que ça va faire dérouter. Si on lui dit, fais pas ça, ça ne change pas parce que c'est premier niveau. Mais si je dis, si on le fait, ça va nous retarder de 5 ans sur vraiment qu'est-ce qu'on veut aller accomplir. Donc, c'est là où être le guide, c'est de ramener le client, de ne pas se laisser aller dans le tourbillon. Puis nos conversations, on les amène justement à ce deuxième niveau-là où on parle des vraies choses. Ouais, c'est ça. C'est ça. J'adore ce concept des conversations de premier niveau et second niveau. Je vous invite dans le chat à partagez-nous. Vous avez vu, on est à la fois dans ce sommet, à la fois on est vraiment là pour travailler sur nous, pour apprendre, et à la fois on est là pour être joueur et pour sourire et pour rire en même temps. Donc, n'hésitez pas à nous partager dans le chat ou les personnes qui regarderont en replay, marquez sur une feuille, s'il vous plaît, des exemples de conversations de premier niveau où vous rendez compte en entendant Sarah nous présenter ce modèle que, oui, c'est vrai que, en fait, quand je dis ça, c'est de premier niveau et c'est pour amener à un autre niveau. Toutes les conversations qui commencent par « j'en ai ras-le-bol parce que blablabla », le blablabla est de premier niveau et en fait, il est là pour dire souvent j'ai un besoin de reconnaissance, j'ai un besoin d'être entendu, j'ai un besoin d'être écouté. Je voudrais que
on puisse aborder un autre sujet. Et en fait, ça a à voir aussi, cette conversation de niveau 1 et de niveau 2, à travers les besoins explicites et les besoins implicites qu'on peut utiliser dans l'approche commerciale. Besoin explicite, j'ai besoin de ça, monsieur, est-ce que vous pouvez ou madame, est-ce que vous pouvez me le vendre? Et notre travail, lorsqu'on est face à un prospect ou un client, pour revenir dans la sphère professionnelle, c'est certes d'adresser, de servir les besoins explicites, mais surtout de faire émerger le besoin implicite dont le prospect n'a pas forcément conscience, mais qui en fait, si je lui sers que son besoin explicite, m'empêchera de le servir pleinement dans tout ce qu'il a besoin, et du coup, il sera pas content. Donc, passer au deuxième niveau permettra de faire émerger le besoin implicite et de lui faire prendre conscience que même s'il me demande ça, c'est parfois de ça dont il a besoin. Exemple, dans les entreprises dans lesquelles j'interviens, c'est souvent le dirigeant d'entreprise qui dit « Ah là, ça va pas du tout avec telle personne, etc., etc. » Besoin explicite. Et parfois, il y a un besoin implicite qui est de travailler sur le dirigeant pour lui-même et par lui-même, et sur comment il communique avec cette personne. Mais oui, à Harvard Business, Harvard ont démontré que 95% des décisions que les humains prennent, c'est basé sur l'émotion. Et oui, donc, oui. Notre client, ce qu'il recherche, il est à la quête d'une émotion. Donc, tu sais, j'ai beaucoup de gens dans les services financiers, dans mon écosystème. Je leur dis, le client, il ne veut pas un plan. Désolé, là, il n'y a personne qui veut un plan. Ce qui il les surprend, il les choque parce qu'ils font comme non, mais c'est ça que je fais. Mais le client ne veut pas un plan. Ce qu'il veut, par exemple, c'est peut-être la liberté, l'accomplissement de soi, laisser des traces, la transcendance. Donc, là, on pourrait amener plein d'études qui nous le démontrent puis comment se positionner là-dessus, mais c'est ça une conversation de deuxième niveau. Dire oui, au-delà de ça, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Fait que moi, j'appelle ça le motivateur ultime. Puis, c'est notre rôle d'aller mettre ça au jour. Ultimement, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Qu'est-ce que ça va vous apporter? Qu'est-ce que ça va vous apporter que vous n'avez pas déjà? Ce qu'on cherche, c'est une émotion. Puis l'action part par l'émotion. D'ailleurs, l'étymologie d'émotion, c'est émotéré, c'est du mouvement vers l'extérieur. Émotéré, mouvement vers l'extérieur, donc de fait, c'est limpide et c'est cohérent. Et c'est tellement, sachant ça, et tu le sais, et on est beaucoup à le savoir, c'est toujours surprenant de voir à quel point on essaye de toucher la raison des autres pour les fédérer et les emmener, alors que c'est leur cœur et leur tripes et leur ventre qu'il s'agit d'aller chercher pour les mettre en mouvement. Et d'ailleurs, les actes d'achat, quand on achète des choses, c'est souvent émotionnel. Et qui n'a pas déjà acheté des vêtements, par exemple? Je ne vise pas spécifiquement les femmes. Les hommes et les femmes. Oh, les deux. On achète des choses parce que dans le contexte, dans la boutique, on a trouvé ça chouette, c'était porté par un mannequin, blablabla. Et puis on le ramène chez nous, puis finalement, on le porte pas tant que ça. C'est parce que l'achat, on l'a bien fait, donc la décision par l'émotion. Et quand la raison arrive derrière, finalement, et je peux être coupable, hein, ça m'est déjà arrivé. Oui, c'est parfait parce que c'est là aussi où le neuromarketing rentre en compte. Oh oui. Nous, comme leaders, ce qu'on veut, c'est le conscientiser. Mais donc, l'action, au début, se passe par l'émotion. Ce qu'on veut, c'est de l'ancrer la décision avec de la raison. Mais exactement. C'est 10% de la conversation. Fait que c'est une combinaison avec les deux. Mais je suis d'accord avec toi où, présentement, on met 90% de l'emphase sur la raison. Tandis que ça, c'est juste 10%. Exactement. Okay. Fait que c'est là où, si on retourne avec le début aussi, le pouvoir des mots, quels mots est-ce que je peux poser? Quelles questions est-ce que je peux poser pour aller à la racine? Et c'est là où on a la vraie conversation. Et après ça, comment dans le 10%, je peux amener du rationnel pour venir ancrer ça. Fait que les mots qu'on utilise, comment est-ce qu'on va l'utiliser envers nous-mêmes, envers les autres? C'est ce qui vraiment va créer notre monde interne et externe. Et dans la dimension externe, là, dans laquelle on est, quel type de phrases, de mots on peut poser pour aider l'autre à faire émerger son émotion, à prendre de la conscience sur l'émotion quand il est fermé à ça? Comment tu t'y prends par rapport à ça? Mais c'est sûr que ça va dépendre du contexte et où les gens sont rendus. Puis il faut aussi nous-mêmes être à l'aise. Si moi, je pose une question puis je ne suis pas très à l'aise, ça va se sentir. Hein? Ça, c'est les neurones miroirs qui font se sentir.
Mais tu sais, si on le met dans un cadre d'affaires, qui est plus dans le cadre dans lequel moi j'œuvre, Bien sûr. c'est poser simplement la question. OK, oui, ça va bien, le plan va bien, mais je suis curieux. Ultimement, on fait ça pourquoi? Le verbe, le mot curiosité qui vient avec le verbe, c'est mon mot préféré, moi. C'est mon mot chouchou parce qu'il n'y a aucun jugement dans la curiosité. Oh, joli. Donc, je suis curieux. Ultimement, c'est ça pourquoi. Et là, la clé, c'est d'arrêter de parler. Oui. On a tendance à vouloir meubler le vide, mais laisser les gens parler. Puis laisser des silences qui sont malaisants parce que la magie, c'est dans le silence que ça se passe. Donc, quand on pose la question, pour moi, n'importe quelle question qu'on pose, pour moi, attendre 4 secondes avant de meubler le vide, mais de justement. Et après ça, là, à partir de celle-là, qui est comme, moi j'appelle ça la question slingshot, tu sais, la question qui va partir, dites-moi en plus. Qu'est-ce que ça va vous apporter? En quoi est-ce que c'est important? Et ça, c'est toutes des questions qui vont venir vraiment enrober l'émotion de la personne et vraiment lui permettre de le mettre au jour. Parce que si vous demandez à quelqu'un, demandez-le à n'importe qui que vous connaissez, qu'est-ce que tu veux? Les gens vont vous dire une des deux choses. Ce qu'ils ne veulent pas, ce qu'ils ont déjà fait dans le passé. Oui. Les gens ne savent pas ce qu'ils veulent. Oui. Donc, quand je vais avec « je suis curieuse », pourquoi ultimement on fait ça? Ça sort de où, ça? En quoi est-ce que c'est important? Puis, vous allez savoir qu'on est à la bonne place quand la personne commence à nous parler de son enfance. Ah, ouais. Parce que c'est de là que ça part. Tout part de là. Ça me fait penser à cet ouvrage tellement ancien et tellement excellent et toujours référence de Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Il n'est surtout pas un livre sur comment se faire des amis, c'est un livre sur l'art d'influencer, de vendre en fait. Très ancien et je pense qu'il va être encore d'actualité pendant des dizaines d'années tant qu'il y aura des humains. Et en fait, quand tu rappelles cet exemple de l'enfance, à un moment donné, dedans, il y a un exemple où c'est quelqu'un qui vient vendre quelque chose à un chef d'entreprise. Et chaque année, il y va. Et chaque année, quand il y va, il repart avec son bon de commande non rempli. Jamais il arrive à vendre. Et donc, il arrive l'année d'après. Il sait qu'il doit le visiter chaque année. Et il arrive, il se dit, bon, de toute façon, on la laisse tomber. Je ne vendrai pas. Il pose la main. Il pose la main sur le mur. Comme ça, il arrive. Et puis, il dit, ah, mais ce bois là sur le mur, là, c'est très joli. Ce bois, ça vient d'où, ça? Et là, bang, les yeux qui s'écarquillent du dirigeant. Ce bois, je vais vous raconter. Ce bois, en fait, c'est toute mon enfance. Tu vois, sur le lien sur ce que tu disais sur l'enfance. C'est toute mon enfance. J'ai grandi chez ma grand-mère au bord d'un lac, etc., blablabla. Et maintenant, je n'y suis plus et j'en ai la nostalgie. Donc, ce que j'ai fait, comme on possède encore la propriété là-bas, j'ai fait abattre des arbres. Et là, j'ai fait faire tous les revêtements là du mur avec ces arbres-là. Ça me ramène mon enfance. Je me sens tellement bien avec ça. Et, d'accord. Et pourquoi est-ce important pour vous? Tu vois, je fais avec les mêmes questions que toi. Mais pour moi, c'est important parce que blablabla. Il le laisse s'exprimer. Et à la fin, il dit, bah, écoutez, très bien. Il lui parle même pas de son offre, de son bon de commande, quoi que ce soit. J'étais ravi de vous voir. Je vous dis pas certainement à l'an prochain. Et au moment où il prend la porte pour quitter le bureau, le chef d'entreprise lui dit, au fait, là, votre bon de commande, là, allez voir mon assistante pour que je commande. Évidemment. Évidemment. C'est ça, tu sais. Donc, moi, je dis souvent en conférence, il n'y a pas de B2B ou B2C. C'est tout du HR. Oui. Human to human. Absolument. Fait que notre rôle comme leader, ben, c'est d'avoir le courage d'aller dans ces zones-là. Absolument. Ouais, c'est ça, d'avoir le courage d'aller dans ces zones-là. Et ça rebondit sur ce que Yannick Alain disait lors de la soirée du sommet et que j'étais déjà en accord avec cette phrase-là. Vendre, c'est aider un autre humain à prendre une décision intelligente pour lui. Aider un autre humain à prendre une décision intelligente pour lui. Arnaquer, c'est aider un être humain à prendre une décision qui serait antagoniste ou néfaste pour lui. Et en fait, avoir le courage d'aller parfois face à quelqu'un dont on sait que le service ou le produit peut vraiment l'aider, répondre à ses deux besoins implicites, explicites, voire transformer sa vie,
d'aller plus loin, d'aller dans ces zones pour l'aider à prendre cette décision-là. Avec la certitude, évidemment, que derrière, on va lui transmettre ce qu'on a à transmettre. Je voulais revenir sur les neurones miroirs que tu as évoqués. Il y a deux choses à avoir en soi pour pouvoir le transmettre au moment d'influencer, de l'idée ou de vendre. Si j'ai à la fois de la certitude que mon produit, mon offre est fantastique pour aider cette personne, et si à la fois je suis dans l'enthousiasme de partager ça avec la personne, le prospect en face, à ce moment-là, de neurone miroir à neurone miroir, je vais faciliter vraiment sa prise de décision. Ah oui, c'est drôle, tu sais, parce que moi, quand je parle avec des gens tu sais, j'ai quelques clients que je vais prendre en individuel, en coaching individuel. Puis, dans notre conversation, je leur dis, nous, on devient les meilleurs amis du monde, là. Et parce que je le deviens vraiment, là, avec mes clients, je connais toute leur vie, puis c'est important. Puis là, ils sont tous comme, oh my gosh, oh ben ça va être le fun. Je suis fan, tu sais, de la vente, c'est un transfert d'enthousiasme. Absolument, absolument. Transfert d'enthousiasme, de chaleur, de bonne volonté, d'âme. Je suis complètement d'accord avec toi. Puis tu vois, là, ça me fait penser, une des habiletés justement que je vais présenter dans les masterclass, c'est de ne pas être juste un créateur de valeur ajoutée, mais de créer de la chaleur ajoutée. Évidemment. Ça, c'est une habileté à incarner. Puis avec tout ce qui s'est passé et tout ce qui se passe, les gens sont à la quête de ça. On n'a jamais été aussi connectés et déconnectés. Absolument. Donc, oui, c'est comment est-ce que je peux réincarner ces choses-là, ces habiletés-là, pour, tu sais, que ce soit moi, si je suis leader d'une équipe, si je suis leader d'employés ou avec des clients, on est aussi leader comme parents, tu sais. Ouais. Donc, ces habiletés-là, c'est ça qu'on veut aller vraiment incarner. Ouais, c'est exactement ça. Et c'est de vraiment les faire de façon complètement cohérente avec qui on est. Ouais. Par exemple, toi on le disait tout à l'heure, dès le démarrage de cette intervention, tu es une boule d'énergie, tu vas avoir cette énergie et la transmettre énormément. Et moi, par exemple, je sais que je vais transmettre bien plus sagesse, calme, véritable lâcher-prise face aux situations. Et en fait, dans la période dans laquelle on est, je trouve que potentiellement, on a besoin et de chaleur et de sagesse et de prise de recul. Et donc, c'est l'idée de se dire, vous qui regardez cette vidéo, quels sont vos propres atouts qui peuvent aider un autre être humain à faire face à ces challenges et ces défis et du coup, qu'est-ce que vous savez que vous allez pouvoir lui apporter là, il y a un super jeu de mots avec effectivement créateur de valeur ajoutée, avec créateur de chaleur ajoutée, mais j'ai tendance à dire ça, bien sûr, mais qu'est-ce qui est vraiment vous que vous savez peut aider la personne en face de vous à faire avec cette conviction profonde? Oui, puis j'adore ce que tu mets parce que, tu sais, ça revient aussi à créer notre marque personnelle. Oui. Mais tu sais, moi, dans ma marque personnelle, il y a le côté pragmatique, parce que je suis quelqu'un de hyper pragmatique, mais la simplicité. Donc, mes clients, des fois, ils vont m'arriver avec une situation que pour eux, elle est super complexe. Puis moi, je vais partir à rire. Pourquoi? Désamorcer. Désamorcer. Là, et si on le regardait comme ça? Et si ça voulait dire peut-être telle chose? Ici. Là, tu sais, on va finir un appel, une intervention, peu importe, c'est comme, comment tu te sens? Ben, je sens comme aligné, c'est simple. Oui. Fait que c'est déterminer aussi, c'est quoi vos mots-clés? C'est quoi les 3 mots qui vous définissent? Exactement. C'est exactement ça. T'sais? Fait que c'est comme ça où j'incarne ma personnalité. Ouais, c'est super ça. Mettez dans le chat et réfléchissez pour vous. Quels sont, comme Sarah vient de le dire, les 3 mots qui vous définissent? Quels sont vraiment ces éléments qui vous définissent? Dans le premier module de mon Mastermind Leader Time, on travaille sur un axe sur la vision et on a des exercices très puissants pour définir ce qui est notre habileté unique à travers à la fois des questions à se poser de nous et à la fois des questions à poser dans notre entourage pour, avec plein d'outils, déterminer vraiment qui on est. Et moi, avant de proposer cet exercice-là dans mon Mastermind, je l'ai fait pour moi. Et vous verrez que à la fois, quand vous faites ce genre d'exercice, à la fois, ça vous aide à renforcer des choses que vous savez de vous et à la fois, ça vous fait écarquiller les yeux sur des choses qu'on pense de vous à l'extérieur que vous ne saviez pas à ce point-là, mais qui en fait sont de réels points forts pour vous. Et en fait, tu vois, quand je disais la sagesse,
ben, je ne me voyais pas aussi sage que ça. Je ne savais pas que j'avais ce truc-là en moi. Il y a eu sagesse, il y a eu calme, il y a eu écoute profonde, il y a eu capacité de synthèse quand les gens apportent un souci pour les aider ensuite à simplifier, comme tu le dis. Et moi, ce type d'exercice m'a aidé à ça. On n'en est pas là. Vous n'êtes pas encore dans mon mastermind ou dans mon programme Mindset de gagnant. Pas encore. Pour autant, mettez-nous justement... ouais, tu vois, on a des super commentaires dans le chat. J'adore. Puis oui, ton exercice, c'est la racine de ça. Puis tu sais, même ceux qui sont entrepreneurs, même le marketing qu'on va faire, il part de là. Oui. Donc, de faire cet exercice-là est hyper important. Moi, je fais un post dans les médias sociaux, mais je m'assure, est-ce que c'est pragmatique? Et bien sûr. Est-ce que c'est simple? Donc, cet exercice-là, il est primordial pour tout ce qu'on va aller faire. Fait que quand nos interactions, notre manière d'être, comment est-ce qu'on va interagir avec quelqu'un d'autre, jusqu'à même notre marketing pour notre développement d'affaires. Oui, absolument. Fait que c'est un des exercices c'est un des piliers fondamentaux selon moi. Complètement. Et tu vois, c'est vraiment magnifique parce que du coup, on va clôturer cette deuxième édition du sommet par ça. Le leadership, c'est vraiment travailler à une hyper fine conscience de soi, connaissance de soi. De soi, ça veut dire de son identité, qui je suis et ce que je peux renvoyer. Ça veut pas dire que c'est figé parce qu'on n'est pas dans le fixed mindset, mais dans le growth mindset. On veut progresser à travers ça, mais en partant de qui on est. Et du coup, décupler nos atouts, identifier ce sur quoi on pourrait progresser, travailler sur notre vision du monde et les questions qu'on se pose que tu nous as magnifiquement éclairées dans cette intervention pour ensuite pouvoir rayonner auprès des autres dans la deuxième partie de l'intervention qu'on a fait, qui est la communication externe, rayonner et non pas briller, parce que briller, c'est pour se flatter et flatter notre ego, mais rayonner, voilà. Rayonner véritablement, et du coup, au plus et au mieux on travaille sur soi, au mieux on y arrivera. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, chère Sarah? Mais je mettrais juste, si on met tout ça ensemble, c'est quand nous, on est dans cet alignement-là, on attire les bonnes personnes. Oui. On attire les personnes pour travailler avec nous, pour collaborer avec nous, comme clients. Et là, il y a comme un alignement simple et comme naturel. Mais ça commence par soi. Très puissant. Dans mon exemple, dans l'exemple de ma vie, je vais vous partager ça. J'étais vraiment en mode corporate, entreprise, je dois montrer une image, blablabla. Je reconnais que je suis passé par là et au plus je m'autorise à dire que je sais qu'il se joue des choses dans l'invisible, au plus je m'autorise à exprimer que la spiritualité a du sens pour moi, plus effectivement j'attire dans mes programmes des gens qui sont sensibles à ça et avec lesquels on partage de magnifiques valeurs. Et ça ne veut pas dire qu'on est perché là-haut, parce que tout comme toi, le pragmatisme, être matériel, terrain et résultat, c'est essentiel. Et c'est comment, pour le coup, on peut faire une danse, pour revenir sur ce que tu nous as joliment dit, entre les uns et entre les autres. Sarah, c'était tellement fantastique de clore ce sommet avec toi. Tu sais que je t'apprécie énormément parce que on est tous les deux dans le cercle d'excellence de Martin Latulippe, et je te l'ai déjà dit et je le dis publiquement. Tu es dans une générosité rare au sein du cercle. Tu partages quand tu as des trouvailles, des choses que tu vois. Et en plus, comme tu es parfaitement bilingue, tu es très au courant de trucs qui se passent aux États-Unis, publiés en anglais dans tous les sens, et tu nous les partages toujours. Tu mérites vraiment d'être connu, et c'est pour ça que je suis content que les 1700 inscrits à ce sommet aient pu, pour une bonne partie d'entre eux, je l'espère, assister à cette intervention. Je te souhaite le meilleur pour la suite. J'espère qu'on se verra bientôt en vrai, en live, en présentiel, en physique. Merci encore de ta présence et de tes apports et de ton énergie et de ta sagesse. Merci beaucoup à toi, Nicolas. Merci.